Alors, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu beaucoup dans les médias de choses négatives qui ont été dites par rapport à ça, par rapport à la consommation énergétique de Bitcoin et on voit en fait ce narratif changer. On le voit de plus en plus. Il y a de moins en moins d'articles de ce type. Il y a au contraire de plus en plus d'articles, alors encore dans la sphère plutôt anglophone. C'est lent à venir en France, mais on va y venir. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que la littérature scientifique, donc rigoureuse avec des données empiriques, et donc des articles qui sont publiés dans des journaux à comité de lecture, cette littérature scientifique aujourd'hui dit quoi sur le minage de Bitcoin? À une écrasante majorité, elle dit que le minage de Bitcoin a un intérêt pour la transition énergétique de plusieurs façons, 3 façons principalement. Parce que le minage de Bitcoin est ce qu'on appelle le consommateur de première cour idéal. De première cour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui vous construisez un parc éolien en France, qu'il faut attendre des mois, voire des années avant de pouvoir le connecter au réseau, et que donc pendant ce temps-là, c'est une perte sèche parce que vous avez eu une dépense de capital énorme pour pouvoir implanter ces éoliennes et que vous ne pouvez en tirer aucun revenu, eh bien, pouvoir placer au pied de ces éoliennes des containers avec des mineurs de Bitcoin, ça permet, en attendant le raccordement au réseau, de créer de la valeur pour l'exploitant de ces éoliennes. Et cette valeur, il va pouvoir en faire quoi par la suite? Ben, il va pouvoir, lui, pouvoir continuer d'implanter plus de capacité de capacité de production d'électricité peu carbonée. Donc, première chose, consommateur de première cour. Et puis aussi consommateur de dernière cour, c'est le deuxième point, c'est ce que disent aussi plusieurs de ces articles scientifiques. Consommateur de dernière cour, pourquoi? Parce que sur un réseau, lorsque vous avez voilà, plusieurs productions d'électricité, il arrive, alors selon les pays, selon les réseaux, mais à plus ou moins souvent, qu'il y ait des excès d'électricité, de l'électricité dont on ne sait pas quoi faire. Et donc on arrive souvent en fait à demander que ça soit aux exploitants d'énergie renouvelable, mais en France aussi au nucléaire, d'écréter leur production, c'est-à-dire baisser leur production parce qu'on n'a pas la consommation en face. Or ça, sur des moyens de production tels que le solaire ou l'éolien, où le coût marginal de production, logiquement, est de zéro, parce que voilà, le vent ou le soleil, ça ne vous coûte rien. Donc, il y a un coût de combustible qui est de zéro. Sur le nucléaire, il y a un coût du combustible qui est extrêmement faible. Voilà, on parle de 5 euros du mégawattheure, c'est très, 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 très peu. Les mineurs, eux, de Bitcoin, sont prêts à payer l'électricité plus cher que ça. Ils sont prêts à payer plus cher que zéro, ils sont prêts à payer plus cher que 5 euros du mégawattheure, c'est-à-dire 0,05 centimes du kilowattheure. Donc avoir ici un consommateur, quelqu'un qui est capable de vous prendre votre énergie, votre électricité, vos électrons qui proviennent, bon, sur le réseau, on ne sait pas d'où ils viennent les électrons de toute façon, mais ces électrons qui soient produits par du solaire, de l'éolien, du nucléaire, lorsqu'il n'y a pas, lorsqu'il n'y a pas le consommateur en face, en fait, eh bien avoir ce consommateur de dernier recours, encore une fois, ça permet de valoriser cette électricité. Et valoriser cela, ça permet de pouvoir réinvestir dans l'amélioration du réseau, dans la baisse du prix de voire dans la baisse du prix de l'électricité pour les utilisateurs. Donc il y a ces 2 points. Et puis il y a le troisième point qu'on appelle donc le équilibrage des réseaux. Alors équilibrage de réseau, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut installer plus de solaire, d'éolien sur un réseau électrique? Souvent, il nous faut du pilotable en face. Donc, parce que le problème de l'intermittence, c'est que c'est intermittent, tout simplement. Et donc, pour pouvoir répondre à la demande en face, il va falloir avoir des centrales à gaz de pointe qui sont capables de s'allumer s'il y a un manque de production tout d'un coup. Et donc, ces centrales à gaz de pointe qui coûtent énormément d'argent, qui sont là sur le réseau avec l'espoir qu'on va les allumer le moins possible, parce que ça, c'est une source d'électricité qui est beaucoup plus carbonée aussi. Ces centrales à gaz de pointe, mais elles sont là parce qu'il y a besoin en face de quelque chose de pilotable. Lorsqu'on est sur un réseau, donc ERCOT au Texas a fait l'expérience, en fait, au lieu de mettre des centrales à gaz de pointe, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des mineurs de Bitcoin
parce que comme ça permet quoi? Ça permet d'avoir une puissance de solaire et d'éolien supérieure, parce qu'on est capable de rentabiliser beaucoup plus leur production, de toute façon, même s'il n'y a pas le consommateur en face. Mmh. Et donc, faisant cela, voilà, on a une base, on a une charge de base qui est supérieure. Et donc, bah, ça permet de se passer de centrale à gaz de pointe. En fait, le minage de Bitcoin, ici, dans ce cas-là, agit un peu comme une centrale à gaz de pointe, mais inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la flexibilité du côté de la production, ici, on a de la flexibilité du côté de la demande. Donc, par exemple, on a, voilà, je prends un exemple fictif. Là, on a beaucoup de solaire qui produit, là. Ouais, de toute façon, il est midi, donc le solaire produit énormément. Oui. Tout d'un coup, pour une raison X ou Y, cette production de solaire s'effondre. Il y a un risque sur le réseau que la fréquence sur le réseau, parce qu'il faut toujours qu'on soit à 50 Hz sur le réseau. Il faut toujours que la production et la consommation soient au même niveau. Si tout d'un coup, cette production s'effondre, on va voilà, avoir en fait un problème parce qu'il faut que la consommation s'effondre également en face. Ouais. Donc avoir une capacité de minage de Bitcoin conséquente sur le réseau à ce moment-là permet de faire face à ce genre d'imprévu, puisqu'on a un consommateur qui tout d'un coup est capable de s'effacer à la seconde. Il y a d'autres consommateurs qui sont capables de s'effacer. Il y a des électro-intensifs, les usines d'acier, ce genre de choses qui consomment énormément d'électricité. Ils ont des contrats d'effacement avec EDF, par exemple. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une flexibilité qui est limitée. Tu peux pas arrêter ce type de centrale pendant des heures et des heures. Ouais, Le moi, minage j'allais de poser Bitcoin, la lui, c'est question, je ne peux différent. pas débrancher d'un coup. Alors, je sais plus si c'est à la seconde ou pas, mais en tout cas, tu peux en effet effacer ce type d'usine donc d'acier, enfin, production les aciéries, par exemple. Tu peux leur demander de s'effacer, mais tu vas pas pouvoir leur demander de s'effacer pendant plus de, je crois que c'est 4 heures. Parce que sinon, après, l'acier se fige et tu mets ton usine à la poubelle, en fait. Tu peux plus rien faire avec ton usine. Tandis que le minage de Bitcoin, c'est bien différent. Le minage de Bitcoin, tu produis de la valeur parce que tu sécurises le réseau, mais le mineur en France, en Islande ou peu importe, il peut s'effacer à la seconde du réseau pendant des heures, des jours, des mois, sans que ça ne pose aucun problème pour le réseau Bitcoin. Le registre va continuer d'être sécurisé par les autres mineurs qui sont dispersés dans le monde. C'est pas comme si c'est pas en fait la production de blocs va pas en être altérée. C'est ça qui est extraordinaire dans le minage de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'en fait, il est ce consommateur idéal d'énergie inexploitée et d'énergie intermittente. Donc voilà, donc il y a ces 3 points. Pour les intérêts sur le réseau électrique, c'est ça, c'est consommateur de première cour, dernière cour et équilibreur de réseau de dernière cour. Et là, voilà, la littérature scientifique sur le sujet, voilà, on est à plus de... On a 21 articles recensés sur le site de l'INBI, inbi.fr. 21 articles académiques. Il y en a un 22e en fait qui est sorti hier. Il faudrait que je fasse un article sur le sujet. Il y a également, depuis qu'on a sorti cet article, il y a le Cambridge University qui a sorti un nouveau rapport sur le minage de Bitcoin qui parle en fait de tout ce dont je viens de parler, qui est un excellent rapport, qui explique que maintenant le minage de Bitcoin s'alimente à plus de 50% sur l'énergie peu carbonée. Donc énergie peu carbonée, hydro, nucléaire, solaire, éolien. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a, à ma connaissance, aucune autre industrie dans le monde qui a un tel mix énergétique.